avec une charge d'intégration qui sera très largement réduite. Donc je pense qu'il y a vraiment un marché pour le appliance virtuel, que ce soit en monde, dans tous les mondes, et qu'il y a un bel avenir sur ce modèle. Mais est-ce que ça ne correspond pas aussi un petit peu à ce que Nicolas mentionnait tout à l'heure, c'est-à-dire une explosion du nombre d'images? Finalement, une appliance égale une image, ou une image égale une appliance, pardon. Oui, alors je voulais faire juste un petit retour parce que nous sommes éditeurs et nous avons une appliance virtuelle disponible depuis 1 an pour le serveur de sauvegarde. Et oui, je vous confirme, c'est un vrai boulot que non seulement de pouvoir mettre à jour notre logiciel, mais aussi gérer les couches sous-jacentes de l'OS, s'assurer d'avoir les bons patchs de sécurité, d'avoir le Q&A, les tests de compatibilité entre les mises à jour de l'OS et du logiciel. Donc c'est un vrai travail et je pense qu'on va pouvoir se voir après la table ronde. En revanche, c'est un énorme avantage et c'est effectivement ça qui peut-être contribue aussi à la prolifération de ces appliances virtuelles sur les serveurs virtualisés. C'est que lorsque vous commencez à virtualiser un serveur, vous allez avoir en projet de virtualiser 5, 10, 20 serveurs. Et puis une fois que tout ça marche bien, vous dites tiens, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec mon serveur de virtualisation en plus? Qu'est-ce que je pourrais virtualiser? Et c'est là où vous allez passer un peu de temps sur différents endroits où vous avez des marketplaces, que ce soit VMware ou d'autres, et dire tiens, ça serait peut-être bien que je teste ce service. Et puis vous allez lancer une appliance virtuelle sur votre serveur, et puis 2, et puis 3, et puis vous allez avoir peut-être d'autres personnes dans votre équipe qui vont faire la même chose, et c'est là où effectivement cette prolifération de machines virtuelles va vraiment exploser, jusqu'à effectivement apporter certaines difficultés sur la taille de votre plateforme de virtualisation. Vous allez commencer à pousser les ressources CPU, les ressources mémoire, disques de votre serveur de virtualisation. Oui, enfin, cependant, au moment où je vais, en tant qu'utilisateur final, utiliser une appliance qui m'est fournie par un éditeur, je délègue toute la problématique de maintenance à l'éditeur. Oui. Et ça, c'est une façon de lutter contre la prolifération, puisque ce n'est plus à moi de gérer les problématiques de montée de version et des problématiques de gestion de sécurité, c'est l'éditeur qui, en mettant à jour cette image, va gérer ça pour moi. Et ceci est une façon orthogonale à la méthode de recette que j'ai décrite rapidement tout à l'heure, qui, elle, permet à un utilisateur final de construire sa propre image sans avoir à trop se préoccuper des problématiques de montée en version. Donc d'un côté, la notion d'appliance fournie par un éditeur, gérée par l'éditeur, donc libération des tâches d'administration de l'utilisateur final, et de l'autre côté, l'utilisation de techniques de rationalisation de la gestion de ces images par les utilisateurs finaux eux-mêmes. Est-ce que l'existence d'outils comme le vôtre, je crois que vous n'êtes pas seul en fait sur ce marché, vous m'avez dit ça avant, est-ce que ces outils, l'existence de ces outils change quelque chose du point de vue du développeur ou de l'éditeur si vous préférez? Bien sûr, en fait, pour moi, un éditeur logiciel, un ISV, un éditeur logiciel et même un développeur, les choses qu'il veut, c'est vraiment avoir la possibilité à quelqu'un à évaluer une solution. Ça, c'est un barrier of entry, on dit en anglais, qui est très, très, très important pour démarrer une activité ou montrer les capacités d'une certaine solution. Les choses qu'un éditeur logiciel veut, c'est un marketplace. Vous avez déjà dit le mot, c'est très bien. Vous allez voir Amazon aujourd'hui, ils ont un marketplace. Ils ont même un marketplace qui permet, vous, même comme développeur, avoir la même idée de l'App Store, de Apple App Store. Si vous pouvez créer votre propre logiciel, votre propre software appliance. Vous pouvez uploader chez Amazon par exemple, et après cette personne-là vous dites quand quelqu'un d'autre va démarrer cette instance, moi je vais être payé 50 centimes par heure par exemple. Donc je vais voir, moi c'est mon avis personnel, on va avoir une explosion de ces types de marketplaces par tous les hosting providers par exemple. À mon avis, peut-être pas les très petits, mais les très gros. Moi, je parle très souvent avec les très gros hébergeurs aux États-Unis, les très très gros, et ils vont tous cette notion de marketplace parce que c'est un moyen pour eux d'avoir des contenus pour donner à des clients potentiels, même les très petites entreprises. Donc, je vois ça comme vraiment réduire un barrière of entry
pour des logiciels libres, effectivement, et aussi donner un vitrine à les éditeurs logiciels de nouveaux véhicules, nouvelles façons à pousser leurs solutions sur le terrain très très facilement avec quelques clics de bouton. Voilà, c'est ça, à mon avis, pourquoi Amazon il y a un grand succès. Je crois que c'est la raison pourquoi Microsoft investit énormément. C'est la raison pourquoi Oracle commence d'avoir 6 data centers au monde très larges pour attaquer le monde de cloud computing. C'est la raison pourquoi IBM pousse leurs solutions sur Cloudburst. Ils font ça pour une raison. Il y a de nouvelles façons de faire du business. Tout le monde regarde Apple App Store et dit pourquoi on ne peut pas faire ça avec des autres types de solutions. Juste par rapport à ça, et effectivement, je pense que le modèle du software appliance, c'est un modèle qui risque effectivement de perdurer. Comme l'a très bien dit James, déjà parce que l'App Store d'Apple a fait clairement beaucoup d'envieux, a donné d'idées à beaucoup de monde. Et surtout, aujourd'hui, pour un éditeur de logiciels, l'une des grosses problématiques, surtout quand il veut, même s'il veut faire lui-même une machine et un appliance virtuel, c'est la prolifération des différents formats pour stocker une image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une image pour Xen, vous avez une image pour Hyper-V, vous avez une image pour VMware, etc. Et malheureusement, pour l'instant, il y a pas encore, on s'est pas encore tous mis d'accord sur un format ouvert et standard par rapport à ça. Ce qui d'ailleurs, pour moi, en tout cas, j'estime que c'est aussi un petit peu un point de blocage par rapport à la prolifération et l'émergence du cloud, et afin d'être vraiment, comme disent les Anglais, agnostique par rapport à tout ce qui est environnement hyperviseur et toutes les briques qui composent le cloud et l'environnement de virtualisation lui-même. Donc aujourd'hui, les software appliances, comme ce que fait James, et il y en a d'autres comme AirPass avec des outils comme AirBuilder, le gros avantage justement, c'est effectivement l'éditeur a la maîtrise de son soft, construit sa propre distribution Linux en règle générale, et la package aux différents formats. La package pour VMware, la package pour Xen, la package pour Hyper-V, la package pour Xen Server, et ça en quelques clics. Donc effectivement, c'est un modèle qui clairement a beaucoup d'avenir, en espérant qu'un jour, ils arrivent quand même à se mettre d'accord sur un format idéalement open source, pour qu'on puisse vraiment migrer une machine virtuelle d'un hyperviseur à un autre et être complètement indépendant vis-à-vis du format. Est-ce qu'il y a des travaux en cours là-dessus ? Oui, alors il y a le format OVF, Open Virtualization Format, qui permet de définir cela. Le gros problème que l'on a aujourd'hui, c'est dans l'implémentation de ce format, qui est très inégal en fonction des solutions de virtualisation, et qui pour l'instant n'a pas d'implémentation de référence qui soit ouverte, suffisamment ouverte pour qu'elle puisse être répliquée dans des environnements Xen, dans des environnements KVM, et utilisée comme référence par les autres éditeurs de logiciels. C'est un travail qui avance bien, il n'y a pas trop de divergence à ce niveau-là, c'est pas mal. Qui est impliqué dans ces travaux ? Tous les gros IBM, VMware, je pense que Microsoft est au bord. Le problème en l'état actuel d'OVF, c'est qu'effectivement le standard ne définit que les métadatas, la description de la machine virtuelle, mais on s'appuie toujours sur le stockage physique, soit au format VMware VMDK, soit au format VHD dans notre cas, soit dans d'autres formats. Donc effectivement, on a la description de la machine virtuelle qui est le portable. Par contre, effectivement, les binaires eux-mêmes continuent à être inclus dans un format de disque. Alors, qui peut être public et ouvert, mais qui est en aucun cas aujourd'hui un standard soit du marché, soit une adoption globale. Donc on a des solutions, quand on veut faire une migration d'un acteur X à un acteur Y, aujourd'hui finalement passer d'un fournisseur d'hyperviseur à un autre, c'est pas très différent d'un passage du monde physique au monde virtuel. Il y a des passerelles réciproques chez les éditeurs pour dire viens chez moi, en résumé, un petit peu moins pour dire va chez les autres. Mais il y a encore du travail à faire autour d'OVF pour aller au-delà, et que au-delà de l'ouverture du format des fichiers de machines virtuelles, il y a une adoption généralisée d'un même format, ce qui n'est pas le cas. Pardonnez-moi, je vais encore faire preuve d'incompétence. Ces formats dont vous parlez, qui correspondent typiquement à une technologie d'hypervision ou pas, ça correspond à quoi ? C'est une forme de compactage ? C'est un format de disque virtuel, en fait, qui décrit la topologie du disque et au sein duquel on retrouve un file system. Donc ce format, dans notre cas qui s'appelle VHD, par exemple, il était supporté par VirtualIron
jusqu'à peu de temps avant sa disparition. Il était aussi supporté par d'autres solutions, mais effectivement, ça permet de virtualiser d'une certaine façon le stockage en créant un virtual